quoi donc tirer comme enseignement de cette Saint-Élion 2021? Rappelons tout d'abord les principaux écueils. La nuit, le froid, la neige, le peuple, et aussi la possibilité d'utiliser des bateaux. Alors la nuit. La nuit, ce n'est pas un problème à partir du moment où on a une bonne frontale. Pour ma part, j'ai une frontale de la marque Stutz, un palindrome magnifique. Je ferai peut-être une petite chose qu'on appelle une vidéo là-dessus pour la présenter, cette frontale. Bon, évidemment, ça a dû être fait par d'autres, mais bon... Franchement, je l'adore cette frontale, je peux le faire. J'ai une sorte d'histoire d'amour avec elle qui est... C'est un partage, il y a de l'intimité, il y a du vécu, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui fera que cette vidéo sera un peu différente, J'ai passé quand même plusieurs nuits avec ce frontal, plusieurs nuits, hein. Plus de nuit qu'avec certaines filles, j'aime bien. Donc, niveau proximité, intimité... Et puis, franchement, ce frontal, c'est une lumière ce frontal. Bon, je veux dire... J'avais 2 batteries et je n'ai même pas vidé la moitié de la première batterie. 4 intensités, 4 éclairages différents, faibles, moyens, puissants, surpuissants. Et j'ai mis du surpuissant parce que quand je filmais, pour qu'on puisse un peu mieux voir tout ce qui se passait, j'ai mis la puissance phare d'avion, quoi. Oui, les avions, ça a des phares. Ouais. Donc, avec une bonne frontale, bon... C'est pas ça qui va vous permettre d'éviter ces plaques de verglas, parce que de toute manière, les plaques de verglas sur la neige, même de jour, on les voit pas très bien. Bon, il faudra accepter de glisser un peu sur la Saint-Élion, quand même. C'est un peu le principe. Si tu veux pas glisser, faut pas faire la Saint-Élion, il faut faire autre chose. Si tu veux que glisser, fais du patin. Fais du patin à glace, la patinoire, c'est mieux que la Saint-Élion, parce que ça glisse pas tout le temps non plus, faut pas exagérer. J'ai froid. Le froid. Alors le froid... Je n'ai rien appris, j'ai mis en pratique l'expérience acquise il y a déjà quelques années maintenant sur l'UTMB 2018 lors de la 2e nuit. Oui, parce que moi je suis un coureur qui fait 2 nuits sur l'UTMB pour arriver au petit matin à 8-9 heures, pas trop tard, parce que après 9 heures c'est pas bien pour le petit déjeuner, c'est un peu tard, donc j'essaie d'arriver à peu près... Pour l'heure du petit déjeuner. Donc qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, quand on arrive au ravito, ben, on arrête de faire l'effort, on se refroidit et on repart. Et évidemment, les vêtements sont trempés. Et là, on sent le froid. On sent que le froid mord. On sent que le froid est méchant. Et contre le froid qui est méchant, il n'y a qu'une seule solution, c'est se remettre à courir. Action! Parce que de toute manière, si tu prévois pour chaque ravito un change, il va te falloir peut-être 1, 2, 3, 4 minimum sous-couche, mais au bout de 10 minutes, ta sous-couche, elle est trempée. Et oui, ça sert à rien en fait. Donc la seule solution, c'est... Alors le froid, il vous saisit d'entrée sur la Saint-Élion parce que vous attendez le départ dans le froid. Hein, il y a plusieurs vagues et il se peut fortement que vous ne fassiez pas partie de la vague élite, donc vous allez attendre au moins un quart d'heure, 20 minutes, peut-être plus, tout dépend de la vague où vous vous trouvez. Là, l'avantage, c'est qu'on est les uns contre les autres, on se tient chaud, mais pas suffisamment. Hein, donc, il y a une seule solution, là, c'est un peu sauter. Toujours le même principe, hein. Si tu as froid au pied, ça sert à rien forcément de mettre un bonnet, hein, mais quand même, ça tient pas chaud à la tête. Donc, pour avoir chaud aux extrémités, il faut réchauffer l'intégralité du corps, donc il faut s'agiter, histoire que le sang tout chaud parvienne aux extrémités. Et là, on est bien, là, on est pas trop mal. Voilà. Et puis, ça fait toujours plaisir au speaker qui dit « Allez, sautez, sautez, sautez !» Comme ça, en plus, on fait d'une pierre 2 coups. Je me fendrai d'une vidéo, d'ailleurs, sur le matériel indispensable pour bien se protéger contre le froid. La neige, alors la neige, c'est beau. La neige, c'est magnifique. C'est une Saint-Élion sur et sous la neige, mais c'est cadeau, c'est magnifique. Bon, il y a un petit défaut. Évidemment, ça, je l'avais un peu compris. Comme devant toi, il y a forcément au moins 200 coureurs qui sont passés. Dans mon cas, il y en avait, je sais pas, 2000 qui étaient passés. Donc la neige, elle était parfaitement tassée, voire un peu trop tassée. Et du coup, elle devenait glissante. Ouais, elle devenait glissante. Et là, ben, faut savoir accepter de tomber un peu. Hein. Pour ma part, j'ai fait une glissade. J'ai fait des dérapages, j'en ai fait pas mal. Mais une véritable glissade sur du plat. Oui, oui, sur du plat. En marchant. En marchant. Poum. Bon, je suis charnu, j'ai pas eu mal.
Mais bon, si vous êtes costaud et bien affûté, faites attention quand même, ça peut faire mal. Il se pose la question plus sérieusement de prendre des Yaktrax, Yaktrax, un truc que j'avais acheté parce que c'était exigé dans le matériel pour le High Trail Vanoise. Bon, alors, il y avait très peu de coureurs qui avaient des Yaktrax. J'en ai vu 3, 3 sur... il y avait quand même 5000 coureurs sur cette course. Bon, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu 3 qui avaient des Yaktrax. Le problème, c'est que vous avez une succession de zones neigeuses glissantes et de zones où la neige ne tient pas parce que c'est de la route ou c'est une DFCI. Bon, voilà. Donc vous allez faire quoi? Vous allez défoncer votre paire de Yaktrax. J'ai longtemps hésité à les prendre et finalement, je suis plutôt content de ne pas avoir pris la paire parce que j'aurais été tenté de la mettre et après je l'aurais enlevée pour pas l'abîmer et puis après je l'aurais remise et après évidemment au bout d'un moment ça te saoule donc tu gardes tes Yaktrax et même sur le bitume tu cours avec tes Yaktrax et donc tu les c'est un assassinat quoi, c'est un assassinat de Yaktrax, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Le peuple, alors le peuple c'est sympa, le peuple c'est sympa parce que pour moi c'était assez exotique d'être dans une course avec autant de monde. Le truc, évidemment, c'est que ça rend difficile de garder ou d'être concentré sur son propre rythme, de s'écouter, quoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te double, il y a toujours quelqu'un que tu as envie de doubler, et puis parfois, c'est difficile de doubler, parce que même si les organisateurs font passer les coureurs sur en majorité des routes, des DFCI, donc c'est très large, mais quand il y a beaucoup de monde, parfois il faut faire preuve un peu de patience. On ne peut pas vraiment tout le temps garder son rythme. Les bâtons. Alors les bâtons, ma première course aussi longue sans bâton, mais ma première quoi. Je crois que j'ai jamais couru autant sans bâton, enfin couru, marché, rampé sans bâton. Bon, moi je suis totalement guédreau au bâton. Je suis totalement guédreau au bâton. Et là, il a fallu se passer des bâtons. C'était une sorte de sevrage, en fait. Une sorte de sevrage. Je les ai regrettés. Je les ai regrettés sur la neige, quand ça glissait. Je les ai regrettés aussi quand mon genou là, me fait un peu mal, voire mal, et qu'il perd en souplesse. Mais c'est vrai que c'est en soi pas une course qui se prête au bâton, parce que sur la Saint-Élion, tout se court. Tout se court. Les meilleurs, ils font ça en moins de 6 heures, 5 heures, je ne sais pas combien. C'est hallucinant, quoi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bâton sur la Saint-Élion qu'il ne faut pas aller visionner les vidéos d'Olivier Mossino sur la manière d'utiliser les bâtons en montée, En descente, en marche nordique. Voilà, le bâton, c'est une mine d'or pour l'ultra trail, parce que l'ultra trail, c'est quoi? En fait, c'est de la rando-course. Et dans rando-course, il y a rando. Et la rando, il y a plein de techniques pour aller vite. Viennent maintenant les problèmes que je n'avais pas envisagés. Alors, le premier ne fait pas partie de la course, puisqu'il a lieu avant le départ de la course. Mais en fait, la Saint-Élion, comme toutes les courses, c'est un tout. Il y a ces heures avant la course à gérer, il y a la course à gérer, et il y a l'après-course. Tout ça, c'est un petit monde. Et sur la Saint-Élion, il y a une attente un peu exceptionnelle, quoi. Les dernières navettes qui partent de Lyon pour arriver au parc Expo de Saint-Étienne, elles arrivent à 20h. Et le départ de la course, au mieux, sauf si vous êtes en élite et que vous partez à 23h30, comme c'était le cas cette année, vous avez 3h45 d'attente. Donc pour la plupart des coureurs, c'est 4 heures d'attente minimum. Dans ce parc Expo qui est très grand, mais où il y a beaucoup de monde, où il est difficile, impossible de trouver un endroit pour dormir, pour un peu s'isoler, c'est pas possible. Donc il y a un avant-course à gérer. J'avais la chance d'avoir pas mal de petits soucis à résoudre parce que j'étais arrivé un peu comme ça à l'arrache. Bref, j'ai pas trop vu le temps passer. Mais je présume que pour certains coureurs, c'est long. Un petit mot quand même sur les toilettes. Si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai faite précédemment sur la Saint-Élion, le Inside, Prenez, anticipez, prenez vos précautions. Autre élément que j'ai compris en faisant cette course, et je suis ravi d'avoir fait cette course,
c'est son caractère hybride. La Saint-Élion, c'est un ovni du trail. C'est un ovni du trail. Pourquoi? Parce que c'est une course qui a participé à l'invention du trail en France. C'est une course où vous avez 35% de bitume, 65% de sentiers, et c'est sur 65% de sentiers, peut-être, je sais pas, 10% à tout casser de single. Bref, déjà en soi, il n'y a aucun trail qui se revendiquerait fièrement de trail en disant j'ai 35% de bitume. C'est une course nocturne, bon, un trail noir on va dire, mais avec la neige. Alors c'est un trail blanc. Bon, c'est un trail blanc ou c'est un trail noir? C'est un trail gris? Je sais pas. C'est une course nature, indéniablement, mais en même temps c'est une course qui se déroule aussi en partie en milieu urbain. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire parce qu'à l'origine, cette course, c'est une randonnée entre Saint-Étienne et Lyon. Et puis après, c'est devenu une compétition, mais dans laquelle il fallait marcher. Et comme on ne pouvait pas surveiller tous les randonneurs pour les empêcher de courir, finalement, c'est devenu une course. Bref, c'est le laboratoire, l'un des laboratoires du trail français. Du coup, on comprend l'engouement pour cette course. Participer pour cette course, qui a 67 ans, c'est participer à l'histoire du trail. C'est une occasion de prendre la mesure de ce qu'a été l'invention du trail. Parce que lorsque la Saint-Élion a été créée, il n'y avait pas de course trail. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de référent. Maintenant, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, un organisateur qui veut faire un trail, il a des sortes d'évidences qui s'imposent à lui. Il y a des sortes d'évidences. Bon, bien lorsque la Saint-Élion a été créée, c'était la Saint-Élion. La Saint-Élion, c'est la Saint-Élion. Je veux dire, elle n'a pas d'équivalent. Je peux dire l'UTMB, l'Échappée Belle, la X-Alpine, Val-Nice, ce sont des ultras alpins. Ce sont des ultra-trails alpins. Ils ont plein de caractéristiques en commun. La Saint-Élion, c'est un truc... Salut. Je m'emballe pas comme c'est le logo de l'high-tech. Sur un air de mambo, je m'emballe pas comme c'est le